François Dessay, bonjour, bienvenue sur Planet Row. Bonjour. Vous êtes archéologue, spécialiste de l'Iran, du néolithique jusqu'à l'âge de bronze. Vous avez été le premier à déchiffrer l'élamite linéaire, et c'est pour cela qu'on vous reçoit aujourd'hui, qui est une paléoécriture utilisée en Iran il y a environ 4000 ans, entre 2300 et 1900 avant Jésus-Christ. Les abonnés de la chaîne auront déjà pu voir les deux vidéos que j'ai consacrées à cette découverte qui fut médiatisée en deux temps, d'abord fin 2020 et plus récemment, il y a quelques semaines, en 2022. Mais aujourd'hui, nous allons percer tous les détails de cette formidable découverte en vous donnant la parole, ce qui permettra aussi, de mon Merci. côté, d'éviter quelques maladresses de compréhension de votre travail. François Dessay, bonjour. Bonjour, merci pour l'introduction. Et en ce qui concerne les maladresses, hein, elles étaient toutes petites et vous avez vraiment fait du bon travail jusqu'à présent. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à cette présentation pour dresser Non, le non, tableau de qui vous êtes? non, c'est très bien. Voilà, je suis un spécialiste de l'Iran et à l'âge du bronze, donc au moment même où l'écriture apparaît dans le monde. Donc, vous avez très bien résumé. Très bien. Alors la première question, enfin ce qui n'est pas vraiment une question, est-ce que vous pourriez revenir un instant sur les termes techniques avant d'entrer dans le vif du sujet? Parce que peut-être que nos téléspectateurs risquent de s'emmêler les pinceaux entre langue, langage, écriture, sans parler de certaines Oui. caractéristiques spécifiques de l'élamite linéaire. Et puis après, on pourra aussi voir qu'est-ce que l'élamite linéaire. Alors, oui, mieux, alors, mieux vaut commencer directement en tapant dans le dur avec deux notions très importantes et je sais qu'il y a souvent des confusions à ce niveau-là. Tout d'abord, la distinction entre langue et écriture. Bon, pour le faire bref, en France, à l'heure actuelle, nous parlons la langue française que nous écrivons avec une écriture qui s'appelle l'alphabet latin. Voilà, je dis ça parce qu'il y a souvent des confusions entre le fait que donc j'ai pu, avec mes collègues, déchiffrer l'écriture élamite linéaire qui note la langue élamite. Alors parfois, j'ai pu entendre que j'ai déchiffré l'élamite. Non, j'ai Mhm. déchiffré l'écriture élamite linéaire qui finalement s'est avérée noter la langue élamite. Voilà, donc ça c'est une distinction qui a l'air facile comme ça, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y a souvent beaucoup de confusion. Et maintenant, si on se focalise sur l'écriture, il y a deux grands types de systèmes d'écriture dans le monde. Alors là, je vais vous poser une question, Yann. Si je vous demande d'écrire 1000 euros, si je vous demande d'écrire 1000 euros, comment pourriez-vous En, l'écrire? en chiffres ou en lettres? Voilà, that is the question, c'est la question. Donc vous pourriez l'écrire avec une barre verticale et trois ronds, suivi d'un Mhm. symbole du E avec deux petits traits au milieu. Là, vous l'auriez noté de manière, alors c'est un mot un peu compliqué, logogrammatique, c'est-à-dire vous allez noter non pas le son du mot, mais le sens du mot. Et cette graphie-là, si moi j'étais un anglais, je lirais 1000 euros. Si Mhm. j'étais un Iranien, je dirais Ezar Euro. Donc, vous n'avez pas noté le son, vous avez noté l'idée de 1000. Alors, je vous coupe, c'est très intéressant. Donc, Ezar en iranien, c'est 1000. Oui, Ezar, c'est 1000. Oui. Voilà. Ok, parce que j'ai vécu pendant très longtemps à Budapest et en hongrois, 1000, on dit Ezer. Alors, bah, écoutez, il y a peut-être des emprunts à droite et à gauche. Mhm. Là, c'est bon. Voilà, bon, on se penchera dessus. Voilà. Et alors, je reviens à nos moutons. Et, euh, et si vous l'aviez écrit M-I-2-L-E-E-U-R-O-S, là, vous auriez noté le son du mot dans la langue française. Donc, vous Mhm. auriez eu une notation phonogrammatique ou phonétique. Donc, on a ces deux grands types d'écriture, logogrammatique, phonétique. Et alors, c'est jamais soit l'un, soit l'autre. Par exemple, nous, l'écriture, l'alphabet latin que l'on utilise pour le français, eh bien, dès qu'on utilise des chiffres arabes, eh bien, on passe à une notation logogrammatique, en fait. Donc, en fait, tous les systèmes d'écriture sont mixtes, mais avec un curseur qui est plus ou moins placé du côté logogrammatique, plus ou moins placé du côté phonogrammatique. Voilà, ça, c'était les deux importantes notions que je voulais poser, la distinction langue-écriture et en ce qui concerne l'écriture, la distinction système logogrammatique, système phonogrammatique et système mixte qui réunit les deux finalement. Mhm.
Donc maintenant qu'on a posé ces bases, on va pouvoir s'atteler au déchiffrement. Déjà, est-ce qu'il faut faire une distinction entre le déchiffrement et un déchiffrage? Non, bon, je Ok, préfère parler du mot déchiffrement, déchiffrage, pourquoi pas. Il y en a qui parlent de craquage, de... Bon, déchiffrement, ça me semble très bien. ok. Donc, comme je le disais en introduction, médiatiquement, tout a commencé enfin, à grande échelle pour vous à la fin de l'année Oui, oui, bien 2020, sûr. lorsque fut annoncé le déchiffrement des lamites linéaires, donc, qui est ce système d'écriture. Est-ce que vous pourriez nous emmener un petit peu comme ça, au gré des grandes étapes qui vous ont conduit à pouvoir officialiser cette découverte il y a 2 ans, après, je crois, plus de 10 ans de travail? Oui. Bah écoutez, on va remonter un petit peu dans le temps. Pour moi, cette histoire-là commence en 2006. Alors, je vais essayer de le faire le plus bref possible, hein. Cette histoire-là commence en 2006. 2006, c'est la première fois où je vais en Iran, participer à des fouilles dans le sud-est du pays, à Jiroft. Et cette année-là, on a découvert à Jiroft trois tablettes en argile qui présentaient deux systèmes d'écriture. Donc, l'écriture géométrique, on va pas en parler aujourd'hui, c'est un autre sujet. Mais de l'autre Mhm. côté de ces tablettes, il y avait donc une face en écriture géométrique et de l'autre côté, une ligne en élamite linéaire. Bon, donc c'était waouh, c'était passionnant. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à ce sujet-là. J'ai vu également qu'il y avait paru en 2004 un bouquin de donc la collection Maboubian, c'est à Londres, où ils publiaient une partie de leur collection. Et notamment, dans ce livre-là, il y avait trois vases en argent avec des inscriptions en élamite linéaire dessus. Alors le problème, c'est que c'est bon, c'est des vases en argent plus ou moins cylindriques, et Mhm. l'inscription fait tout le tour du vase. Et, et franchement, ça c'est vraiment bête, hein. C'est vraiment très bête. Il n'avait donné qu'une photo des inscriptions dans le catalogue, ce qui fait que je n'avais accès qu'à la moitié des textes à chaque fois. Et donc, à partir de 2006, j'ai essayé par tous les moyens d'avoir accès à cette collection Maboubian à Londres, pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, il y a beaucoup de personnes qui étaient très sceptiques à leur sujet parce que c'est pas des objets qui viennent de fouilles régulières, c'est des objets qui ont été trouvés dans les années 1920 dans des fouilles dites commerciales dont vous aviez très bien parlé la dernière fois. Bon, alors néanmoins, moi, je voulais quand même aller jeter un coup d'œil. Et finalement, entre 2006, eh bien, ça m'aura pris 9 ans. C'est là où ça surprend les gens. Ça m'a pris 9 ans pour finalement tenir les yeux entre mes mains. Donc, c'était en octobre 2015. Alors, pourquoi ça m'a pris aussi longtemps? Ben, je ne connaissais pas les Maboubians. Ils étaient très frileux, très prudents. J'étais pas connu à l'époque. Et, Mhm. et ce qui a un petit peu débloqué l'affaire, c'est en 2011, il y a eu un colloque à Cambridge où je donnais l'état d'avancement des travaux sur les lamites linéaires. C'était quasiment le néant, en fait. Et je me plaignais au, à l'assistance. Je n'ai pas accès à l'entièreté des textes. Et là, quelqu'un est venu après me voir en me disant, François, très bien, je connais les Maboubians, je vais t'introduire. Donc là, ça a été première étape. Et finalement, 2015, je peux me rendre à Londres. Alors, je n'ai pas fait que ça hein, durant toutes ces années-là. Par exemple, je suis allé vivre en Iran à ce moment-là, mais bon, de toute façon, c'est pas important. Et 2015, je me rends chez eux. Enfin, alors là, c'est le Graal. Donc, je vois, ils me sortent ces trois vases-là et en bonus, deux autres vases complets. Alors là, qui n'avaient pas publié et plein de fragments de parois métalliques en argent, donc de vases. Donc pour moi, Mhm. ça a été, j'ai passé 2, 3 jours chez eux à faire le relevé complet des textes. J'ai pu prendre des petits échantillons d'argent également pour faire des analyses physico-chimiques. Et finalement, donc on est fin 2015 et le déclic. Alors je ne sais pas, vous vouliez en parler maintenant du déclic ou je peux en parler maintenant Non, 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 allez-y, allez-y. Après, c'est vrai Ouais. que ces vases, est-ce que vous en avez aussi pris des photos de Oui, toutes, alors oui, de voilà, je 360 les ai pris en degrés, de tout? photo. Mhm. Voilà, alors là, je me disais, c'est peut-être la dernière fois que je vais les voir, donc autant les documenter. Autant faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, je me souviens à l'époque, j'avais oublié de faire quelque chose, j'avais oublié de les peser. Voilà, c'est Mhm. le seul truc que j'ai regretté après coup. Mais j'ai pu prendre des échantillons d'argent, les photographier bien sûr, et surtout faire le relevé, le dessin des textes. Parce que l'une des bases du déchiffrement,
et ça, on le voit bien, par exemple, dans l'histoire du déchiffrement du cuneiforme, c'est d'avoir des bonnes copies des textes. C'est, encore une fois, euh, ça a l'air comment, ça va de soi, mais on a des cas où les copies étaient mal faites et où donc les chercheurs avaient accès à quelque chose d'erroné. Et forcément, là, Mhm. le déchiffrement ne peut pas aboutir. Bon, donc voilà, je les ai analysés sous tous les angles, photographiés. Et donc, je suis revenu chez moi à Téhéran tout content. Même si vous Alors, n'avez pas j'étais pu les pas. peser, même si vous n'avez pas pu les Non, c'est peser, pas que j'ai pas pu, c'est que je n'y ai c'est, pas pensé. Je n'y ai est-ce pas qu'ils pensé, sont j'avais pas lourds? de. Ça s'apparente à quoi? Non, alors je l'ai fait par la suite, hein, parce que je les ai de nouveau revus. Mhm. Ils font dans les 400-500 grammes. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Parce que c'est des types de vases que l'on appelle des kunanki. Voilà, on le sait, ça, parce que certains de ces vases-là, ils ont une forme comme ça, avec une carène à la base, et ils reviennent comme ça au fond. Et on sait que certains de ces vases-là présentent des textes cuniformes. Et sur ces textes cuniformes, ils nous disent, ceci est un vase kunanki. Donc, on a le nom antique de ces vases. Et on a, donc là en Mésopotamie, on a comment dire, des relevés on va dire des listes d'entrepôts, parce qu'ils étaient souvent déposés dans les temples, et où notamment il y a le poids qui est donné. On nous dit, dans le temple, il y a 3 kunanki, un en argent, alors il ne parle pas en grammes, hein, mais tant de grammes, un en or, tant de grammes. Donc c'est pour ça, moi, bon, voilà, j'ai oublié sur le moment de les poser, mais j'ai pu rattraper le coup par la suite. Non. Et alors peut-être que, bon, après, je peux parler du déclic si vous le voulez. Oui, oui, allez-y pour le déclic. Et aussi peut-être d'autres écueils majeurs que vous avez rencontrés sur votre chemin. Ah, alors oui, alors en parlant des écueils, eh bien en fait, toutes mes tentatives de travaux de déchiffrement de l'énamite linéaire jusqu'en 2015 je ne le savais pas, hein, mais étaient vouées à l'échec. De 2006 jusqu'à 2015, j'avais beau, euh, j'avais beau travailler sur l'énamite linéaire, fondamentalement, je ne pouvais pas parvenir au déchiffrement. Parce que, alors, encore une fois, les bases des bonnes copies, et deuxièmement, un nombre suffisant de textes. Mhm. Voilà, jusqu'en 2004, on n'avait qu'une vingtaine de textes qui étaient connus depuis 1903. Ils ont commencé à découvrir à partir de 1903 à Suse, dans le sud-ouest de l'Iran. Ils sont au Louvre, hein, à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'invite les gens à aller faire un tour au Louvre. On a l'une des principales collections de textes en élamite linéaire au monde. Il y a une vingtaine on a quasiment la moitié des textes, hein, à Paris. Et fondamentalement, alors qu'il y a eu des gens avant moi qui se sont penchés sur ces inscriptions-là. Juste pour les citer rapidement, Karl Frank et Ferdinand Borck dans les années 1900, 1910, 1920, et dans les années 1960 et 1970, un Allemand, Walter Hintz, et un Italien, Piero Merigi. Et notamment, je me suis repenché sur tous leurs travaux. Et il y a quelqu'un vraiment dont j'admire le travail, c'est Piero Merigi qui, tout début des années 70, fait sortir une sorte de monographie. Et je suis intimement convaincu que s'il avait eu accès au texte de la collection Maboubian, Mhm. il serait parvenu à bon port. Donc, il y a une part de chance fondamentalement. J'ai été là au bon moment, j'ai eu accès à ces vases-là. Et donc, oui, de 2006 à 2015, eh bien, j'ai réétudié tout ce qui avait été fait avant moi, j'ai observé toutes les lectures qui avaient été proposées avant moi. Mais fondamentalement, quand je vois dans le bouquin de 2012 que j'ai écrit en 2012, j'ai fondamentalement pas fait avancer le dossier en fait, hein. Donc Mhm. les écueils en fait, c'était les principaux écueils. Le principal écueil, c'était je ne pouvais fondamentalement, tant que je n'avais pas accès au texte complet, je ne pouvais arriver à rien en fait. Et donc forcément, cet écueil s'est transformé en déclic, d'une Ah ben manière. voilà, à partir du moment où j'ai eu accès complètement au texte, alors j'étais toujours j'étais toujours un petit peu sceptique, hein. Parce ils étaient entourés euh, ils étaient un petit peu, ils sentaient le soufre, un petit peu ces vases-là. On savait pas exactement d'où ils venaient. Donc j'étais toujours assez sceptique, mais en tout cas, j'y suis allé l'esprit ouvert en me disant, bon,
façon, on n'a pas beaucoup de textes, voyons voir ce qu'on peut faire avec eux. Mais c'est ça fondamentalement qui explique voilà, le déclic. Et si on peut décrire le déchiffrement, c'est un déchiffrement Mhm. à l'ancienne, classique, comme au 19e siècle, Ok. basé sur les noms propres, sur la connaissance des textes de l'époque, en langue élamite mais en écriture cuniforme, et basé sur la connaissance du contexte historique du plateau iranien à la fin du troisième et début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc Donc ça c'est un s'apparente, déchiffrement. ouais, ça s'apparente d'une Pardon? certaine manière à ce qu'a fait Champollion avec la pierre de Rosette. Voilà, Champollion ou Ventris. Alors souvent on parle de Champollion. Mhm. Alors, alors C'est un petit oui, cocorico, voilà, tout simplement. oui, alors avant Champollion, on pourrait parler de l'abbé Barthélemy aussi, hein, qui est souvent passé à la trappe, hein. C'est le premier des déchiffreurs avec le palmyrénien et le phénicien au XVIIIe siècle. Alors c'est vrai que Champollion, c'est la star des déchiffreurs parce qu'il a, bah, voilà, c'est fascinant un petit peu les hiéroglyphes. Mais je ne trouve pas que le déchiffrement, bah, celui de l'Élamite linéaire, ressemble à celui de Champollion parce que fondamentalement, il y a une différence énorme. C'est que, alors, si j'ai juste un mot sur le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, Mhm. fondamentalement, alors, le déchiffrement des hiéroglyphes était plus simple. Pourquoi? Parce que la langue notée par les hiéroglyphes, c'est ce qu'on appelle l'égyptien antique, et cet égyptien antique était toujours parlé et est toujours parlé à l'heure actuelle. C'est le copte. Mhm. Donc, alors, c'est pas Champollion qui a fait l'hypothèse du copte derrière les textes égyptiens, c'est quelqu'un au XVIIe siècle qui a fait cette hypothèse-là. Mais donc Champollion, avant d'être un déchiffreur des hiéroglyphes, c'était un très 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 bon connaisseur de la langue copte. Donc il a fait une grammaire notamment. Donc fondamentalement, il avait accès à la langue et d'un, ça c'est le plus important. Alors donc si le déchiffrement de ce point de vue-là était plus simple, ce qui l'a rendu beaucoup plus compliqué que les lamides linéaires, c'est que le système hiéroglyphique est par lui et l'écriture est elle-même beaucoup plus compliquée que les lamides linéaires. Mais ils avaient néanmoins accès à des milliers de textes. Voilà. Mhm. Moi, je n'avais accès qu'à une trentaine de textes au moment du déchiffrement. Donc, s'il y a une comparaison qui est peut-être plus pertinente, c'est le déchiffrement du linéaire B par Michael Ventris en 1952. Voilà, là, il y a plus de proximité avec ce que j'ai fait. Et peut-être que, voilà, on peut revenir sur le moment du déclic. Donc, en Mhm. 2017, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Bien sûr, allez-y, Oui? allez-y. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, ben, donc, vous voyez, en 2017, j'étais un an et demi après avoir eu accès à tous les textes. Donc, je l'ai trituré dans tous les sens, j'avais fait le relevé, donc j'avais tout ça sur ordinateur, bien sûr, et j'avais pu identifier des séquences de signes, notamment deux séquences de quatre signes, j'avais interprété comme étant très probablement des noms propres. Bon. Alors, ceci étant dit, j'avais pu également dater les vases. Parce que j'ai fait une étude, voilà, je me suis penché, bon, ce type de vase, Kunanki, quand est-ce qu'ils apparaissent, quand est-ce qu'ils sont mentionnés. Et dans les sources cuniformes et dans les sources archéologiques, on les trouve dans des contextes datés entre 2050 et 1850, 1800 avant Jésus-Christ. Donc on est fin troisième, début deuxième millénaire. Donc c'est comme ça un petit peu que je... Et notamment, l'un de ces deux noms, le premier signe, c'était le chi, le signe chi, que l'on connaissait avant, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu des lectures avant moi qui avaient été proposées, et notamment des lectures basées sur le nom du roi de Suse, Puzur-Sushinak, il a régné au 22e siècle, et du dieu de Suse, Insushinak. Donc, Mhm. et notamment dans ces séquences, on avait pu repérer les quatre signes Su, Shi, Na, Que. Donc on connaissait notamment ces quatre signes. Alors, je joue avec mes vases Kunanki. Je vois qu'il y a sûrement un nom propre, dont le premier signe est Shi, dont les troisième et quatrième signes se répètent. Bon, c'est intéressant. Et qui correspond sûrement à quelqu'un qui a donc vécu au fin troisième, début deuxième millénaire. Et je me suis dit, c'est des beaux objets, des beaux objets en argent. C'est peut-être un roi, c'est peut-être quelqu'un d'important. Donc tout ceci étant posé, un nom en quatre signes,
Le premier signe, c'est Chi. Le troisième et le quatrième se répètent. Il a vécu vers 2050-1850. C'est peut-être un roi. Eh bien, quand on prend tous ces critères, il n'y a qu'un personnage qui correspond à tout ça. Et il s'appelle Shilrara. Shilhaha. Et donc, Shilrara, ça a littéralement été la clé d'entrée, Mhm. voilà, du déclic du déchiffrement. Et c'est avec Shilrara qu'après tout le reste a suivi. Avec Shilrara, j'avais la lecture de deux nouveaux signes, le L et le Ra. Et très peu de temps après, alors Shilrara, on le connaît par les sources cunéiformes, hein, on le connaît très bien. Il est souvent mentionné avec un autre personnage qui s'appelle Éparti, Éparti, qui est sûrement son père d'ailleurs. Et Éparti, je pouvais le lire 5 minutes après dans les textes en élamite linéaire, notés en 4 signes. Et, pas, re, ti. Et ces gens-là vénèrent très souvent une divinité qui s'appelle Napirecha. Et Mhm. 5 minutes après, je pouvais lire Napirecha. Donc là, vous voyez, ces trois lectures de noms propres m'ont donné accès à une dizaine de nouveaux signes, en fait. Donc c'était jusqu'alors, avec tous les travaux de mes prédécesseurs, on avait accès qu'à une dizaine de signes. Et là, bah, en 10 minutes, voilà, je doublais le nombre de signes que l'on pouvait lire. Donc on passait à peu près de 10 à 20, quoi. Mhm. Et pour faire valider toutes ces recherches, est-ce que vous avez eu un moment ou un autre eu besoin de faire expertiser les vases à Londres pour Alors, prouver ben, qu'ils c'est moi sont qui étais censé. légitimes et qu'ils peuvent être intégrés à votre démarche? Alors, fondamentalement, c'est de l'argent, donc on ne peut pas les Mhm. dater. C'est ça le problème avec les objets qui sont sortis des contextes archéologiques. Voilà, à partir du moment où ils sont sortis, c'est pas des matières organiques où on pourrait faire une datation radiocarbone, par exemple. Là, c'est de Mhm. l'argent. Tout à fait. Donc, je vous ai dit, j'avais pris des échantillons en argent que j'ai envoyés à des collègues en Italie qui ont fait une analyse physico-chimique. Et l'analyse a montré que, eh bien, d'un point de vue de l'alliage, c'est un alliage à peu près 90-92% d'argent, 10-8% de cuivre. Donc, c'est tout à fait Mhm. cohérent avec ce que l'on a à l'époque. Hein, ils n'auraient pas été capables de faire quelque chose de pur en argent, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça aurait été stupide de leur part parce que l'argent est c'est un peu comme l'or, hein, c'est malléable quand le degré d'argent est trop élevé. Et puis également, d'un point de vue des techniques, on a pu voir que bon, bah voilà, en faisant des coupes des petits morceaux que j'avais envoyés, que ces plaques avaient été réalisées par martelage progressif. Donc, et aussi, ça correspondait à ce que l'on connaissait par ailleurs sur des vases qui sont sûrs d'être bah, authentiques. Et donc, les Mhm. caractéristiques chimiques et physiques sont cohérentes. Bon, mais encore une fois, c'était pas l'expertise ultime, mais finalement, euh, là où le doute est complètement enlevé, c'est par le fait que, eh bien, c'est par ces vases-là que le déchiffrement a été rendu possible. Parce qu'en pouvant lire ces textes-là, en fait, il y a eu des répercussions sur tous les autres textes que l'on connaissait avant. Mhm. Et donc, toutes les lectures sont cohérentes, en fait. Donc, si le texte sur les vases est bon, c'est-à-dire que le vase est bon. Ouais. Alors, je suppose que la réponse à la question qui arrive est oui, mais je voudrais savoir dans quelle mesure. Euh, Est-ce qu'il y a des zones d'ombre qui demeurent encore concernant votre compréhension de l'élamite linéaire? Alors oui, hein, voilà, je vais être honnête, je vais être sincère, oui, mais très très peu. Oui, mais Ok. très très peu. Euh, pardon. Donc à l'heure actuelle, on a 43 textes. Et sur ces 43 textes, si on totalise tous les signes présents sur ces 43 textes, on arrive à peu près à 1900 signes. Hein, un texte à 40 signes, un texte à 50 signes, un texte à 150 signes, bon, on totalise tout, on arrive vers 1900 signes. Et sur ces 1900 signes, occurrence de signes en élamine linéaire, je peux en lire 1800 à peu près. Mhm. Donc je peux en lire 80, voilà, j'ai calculé 96% des signes, je peux les lire. Ok. Bon, donc oui, il y a une petite part d'ombre, et notamment, qu'est-ce que je ne peux pas encore lire? Les apax. Donc les apax, c'est quoi? C'est les signes qui n'apparaissent qu'une fois. Bon, ben là,
Là, il y en a quelques-uns. C'est compliqué. Il y a des textes qui sont. J'ai un texte très, très bizarre où il y a une série de signes. Ils apparaissent juste là et ils apparaissent à la suite. Donc, je suis vraiment. Je ne sais pas si c'est Scribe qui a. Bon, là, bon, en tout cas, je les ai comptabilisés, hein, voilà. Et surtout, il y a 4 signes qui apparaissent rarement, qui apparaissent trois, Mhm. quatre fois et que je n'arrive pas à lire. Donc, c'est surtout ceux-là qui me gênent pour l'instant, ces 4 signes-là. Mais sinon, à part ça, ben, comme je vous l'ai dit, hein, je peux lire les inscriptions à 96%. Donc, bon, le déchiffrement est quasiment fait complètement. Et aussi, je voulais préciser, donc après 2017 et ce déclic, j'ai publié donc un article en 2018. Cet article, c'est le début du déchiffrement, en fait, hein, où il y avait ces Mhm. lectures qui étaient proposées. Il y a 2 autres personnes à la lecture de cet article qui se sont joints, qui m'ont écrit et qui se sont joints à moi. Donc, voilà, je voulais mentionner mes autres co-auteurs pour les dernières étapes du déchiffrement. C'est un Iranien basé aux États-Unis qui s'appelle Kambis Tabibzadeh et un Français basé en France qui s'appelle Mathieu Caron. Et avec ces 3-là, on a terminé les dernières étapes du déchiffrement. Et après, nous sommes adjoints les services de 2 grands linguistes et philologues italiens, Gian Pietro Basello, qui est un grand spécialiste de la langue élamite, qui est basé à Naples, et Gianni Marchesi, qui est un grand spécialiste de l'akkadien, du sumérien et de l'écriture cuneiforme, et qui est basé à Bologne. Donc voilà, nous sommes une équipe. Le déchiffrement s'est terminé avec ces 5 chercheurs. Et c'est pour ça que donc l'article scientifique qui est apparu en 2022, donc Mhm. en juin dernier, eh bien, c'était avec ces 5 noms. Alors, ces 96% de compréhension, est-ce qu'ils vous ont aussi permis d'en savoir plus sur la société de l'époque? Parce qu'avant, on parlait de rois, on parlait de personnes importantes, mais est-ce que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur leur vie un peu plus, moins sexy et beaucoup plus quotidienne, on va dire? Alors, ben non, parce que finalement, on a principalement des inscriptions royales. Voilà, et Mhm. donc les inscriptions royales sont toujours stéréotypées, standardisées. Mais néanmoins, parmi ces 43 textes, on a 2 corpus très intéressants, hein, de textes. L'un associé au roi Pusur-Sushinak, donc on est au 22e siècle, on a à peu près 10 textes, 10 ou 11 textes. Et on a le corpus après des vases Kunanki en argent, hein, du début du 2e millénaire, associé à la dynastie dite des Sous-Kalmar, donc qui a régné dans la première moitié du 2e millénaire. Et là, on a les rois Itatu, Eparti, Shilrara, Zemtakone et Palaishan, notamment mentionnés sur ces vases Kunanki. Eh bien, dans les 2 cas, on apprend des détails intéressants sur ces rois. On a les titres maintenant en langue élamite utilisés par Pusur-Sushinak. On a des informations sur une campagne militaire de Pusur-Sushinak menée contre la ville ou la région de Upshan. On connaissait par ailleurs dans les sources cunéiformes de Pusur-Sushinak, mais maintenant on a un texte en élamite linéaire qui nous parle de cette campagne-là. C'est assez fascinant, ouais. Mais est-ce qu'on sait comment est apparu les lamites linéaires? Alors Yann, est-ce que vous ne voudriez pas qu'on parle juste, on dise un mot sur le système de l'élamite linéaire en lui-même? Eh bien, Comment il allons-y, cher François. fonctionne? Non, voilà, parce que je sens qu'on a oublié ce sujet-là. Alors, avant de parler donc de l'origine, et peut-être avant de parler de l'origine, ce serait mieux de parler de la fin. Ça a l'air un peu contre-intuitif, mais au moins la fin, on en est plus ou moins sûr, et l'origine, on n'est pas encore tout à fait sûr. Alors, Mhm. je suis désolé hein, de reprendre un petit peu tout. Donc, le système. Alors, on a déchiffré 72 signes qui correspondent à 67 valeurs phonétiques. Alors pourquoi il y a une différence entre 72 et 67? Ben parce qu'on a, par exemple, pour la valeur phonétique pi, on a 2 signes différents. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Il y a 2 signes pi. On a 2 signes li. Voilà. Il y a des irrégularités comme ça. On n'a pas un seul signe qui va noter le ou et le w, ce qui est logique, hein. Voilà, le ou et le Mhm. w. Bon, ben, néanmoins, on a 67 valeurs phonétiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, quand j'ai travaillé sur les lames linéaires, vous l'avez rappelé, la datation, 2300-1900 avant Jésus-Christ. Si on se replace au 3e millénaire, on a 4 systèmes d'écriture dans le monde à ce moment-là. Donc, d'est en ouest, les hiéroglyphes égyptiens, le cunéiforme mésopotamien, l'élamite linéaire iranien et l'écriture de l'Indus, donc dans la vallée de l'Indus, au Pakistan et en Inde. Bon, l'écriture de l'Indus, on n'en parle pas, c'est pas déchiffré.
Bon, voilà, ça, on le met de côté. Et par contre, le cunéiforme mésopotamien et les hiéroglyphes égyptiens, on sait comment ils fonctionnent, et ce sont des systèmes d'écriture mixtes, avec des notations et logogrammatiques et phonogrammatiques. Et pour cette raison, ils fonctionnent avec 300, 400, 500, 600 signes. Et c'est pour ça que je disais au début de l'interview que finalement, Champollion, eh bien, il avait accès au copte, donc ça lui a facilité les choses. Mais Mhm. d'un autre côté, le système d'écriture était complexe à cause du nombre, de l'abondance de ces signes-là. Bon. Alors, ceci étant dit, moi, quand je travaille sur les lamines linéaires, je suis exactement à la même époque que les hiéroglyphes et le cuneiforme. Donc, je me dis, bon, ben, je suis à la même époque, ça doit être mixte. Eh bien, j'ai été obligé de constater à la fin que on n'a que des signes phonétiques. Et alors là, ça a été le deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire là, parce que déjà, le déchiffrement lui-même, c'est vraiment chouette. Et en plus, eh bien, le système d'écriture est purement phonogrammatique, purement phonétique. Et alors, à chaque fois, ça, je précise ça, je n'ai pas eu cette idée-là, ce n'est pas, je ne l'ai pas eu ça n'était pas une idée préconçue. J'ai été forcé de constater à la fin, il n'y a que des signes phonétiques, et jusqu'à la fin, je cherchais les logogrammes, en fait. Je n'ai pas Mhm. trouvé, je n'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Et donc, c'est le plus ancien système d'écriture purement phonétique au monde. Donc là, c'est là où ça casse la baraque. Jusqu'avant, on pensait que le plus ancien système d'écriture phonétique au monde, purement phonétique, on était dans les années 1600, 1500 avec l'alphabet proto-sinaïtique. Donc là, on remonte de 700, 800 ans. Donc ça, c'est très important. Ça change la vision sur le développement de l'écriture dans le monde. On a un système d'écriture purement phonétique beaucoup plus tôt qu'on le pensait et d'un. Et comment ça fonctionne à proprement parler? C'est donc un alpha-syllabaire où on a des signes alphabétiques, c'est-à-dire qui ne notent qu'un phonème, c'est-à-dire la plus petite particule du langage, et des syllabes. Et on a notamment 5 voyelles, A et OU, A et I, O, OU, 12 Mhm. consonnes, le K, le L, le M, le P, et j'en passe. Et il faut imaginer le croisement des consonnes, des 12 consonnes et des 5 voyelles. Et on obtient 60 valeurs syllabiques. Par exemple, on a kakekikoku, papépipopou, mamemimomu. Bon, bref, j'arrête. Voilà. Et donc, c'est théoriquement un système qui fonctionne avec 77 valeurs phonétiques. 5 pour les voyelles, 12 pour les consonnes, 60 pour les syllabes. C'est beaucoup moins que les 400, 500 signes cuniformes ou utilisés en cuniforme ou dans les hiéroglyphes. Donc, système Mhm. d'écriture économe, simple, très précis d'un point de vue phonétique. Et alors moi, je pense que ça peut-être... alors à un moment donné, quand je me suis dit tout ça, je me suis dit, mais waouh, c'est un système d'écriture qui était en avance sur son temps, qui était beaucoup plus développé, beaucoup plus... alors après, j'ai un petit peu repris tout ça et je suis arrivé quand même à la conclusion. Bon, il était peut-être en avance sur son temps, mais il était peut-être un petit peu trop en avance sur son temps parce que contrairement aux hiéroglyphes ou au cunéiforme, eh ben, il a disparu vers 1900 avant Jésus-Christ, alors que le cunéiforme a au moins duré jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ et les hiéroglyphes, eux, c'était jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais bon, néanmoins, c'est un système d'écriture mais surprenant et peut-être il faut en tirer des conclusions également sur le degré d'alphabétisation de la population à ce moment-là, parce qu'on a un Mhm. système d'écriture beaucoup plus simple que ce qui se faisait alors en Mésopotamie et en Égypte. Et je suspecte notamment les scribes mésopotamiens et les scribes égyptiens, s'ils avaient voulu écrire de manière complètement phonétique, ils pouvaient le faire. Mhm. Soit ils n'y ont jamais pensé, soit ils ont volontairement introduit de la complexité afin de maintenir le système complexe et de garder cette connaissance pour un groupe social restreint, la caste Mhm. des scribes. Bon, mais là, c'est un autre domaine. Donc voilà, pour vous décrire un petit peu en quelques mots comment fonctionne l'alpha-syllabaire, et l'amide linéaire. Alors, pour la fin des lamides linéaires, on n'a plus de texte à partir de 1900. Et je pense qu'il y a deux explications pour rendre compte de la fin des lamides linéaires. On a, c'est à peu près deux phénomènes complètement indépendants mais contemporains. On a vers le début du deuxième millénaire un effondrement urbain dans tout le sud-est iranien, en Asie centrale et la situation de l'Indus. C'est ce qui explique, de mon point de vue, bon, fin de la situation urbaine, il y a sûrement plus de scribes et donc disparition de l'élamides linéaire dans le sud-est de l'Iran.
Mhm. Au même moment, dans le sud-ouest de l'Iran, on a une influence, donc début deuxième millénaire, influence culturelle mésopotamienne. Il y a le cuneiforme qui avait été importé quelque temps auparavant à Suse. Et les scribes iraniens, je vais les appeler comme ça, ont eu il y a eu une période très intéressante entre 2000 et 1900 avant Jésus-Christ, où ils pouvaient noter la langue élamite, soit en continuant avec leur propre système d'écriture, l'élamite linéaire, soit avec l'écriture cuneiforme. Et progressivement, ils ont laissé tomber je pense sur 100, 150 ans, ils ont passé de l'élamine linéaire à l'écriture cuneiforme. Donc, ils ont Mhm. adopté le système international à l'époque, hein, parce qu'il était déjà noté sur le plateau anatolien, en Syrie, en Mésopotamie, dans le Golfe Persique. Donc, ils ont passé d'un système à l'autre. Et d'ailleurs, ils ont repris le cuneiforme comme si c'était l'élamine linéaire, d'ailleurs. Donc, je pense que ces deux raisons, effondrement urbain à l'est, influence culturelle mésopotamienne à l'ouest, expliquent la fin de l'élamide linéaire vers 1900. Et cet élamite linéaire, est-ce que vous pensez que ça peut aussi constituer une base de compréhension d'autres écritures qui sont aujourd'hui encore inconnues ou qu'on n'a pas Alors, je, réussi à déchiffrer? là, je pense que la principale perspective maintenant qui se base sur cet élamide linéaire, c'est avec l'écriture proto-élamite. Et là, on va parler un Mhm. petit peu des origines de l'élamite linéaire. Donc, il y a deux hypothèses qui concernent l'origine de l'élamite linéaire. On dit qu'il est apparu soit apparu ex nihilo vers 2300 avant Jésus-Christ. C'est ce que je pensais jusqu'en 2018, hein, dans mes articles, c'est ce que j'écrivais. Et auparavant, il avait été proposé quasiment dès le départ que l'élamite linéaire n'était que la version récente du proto-élamite. Mhm. Ok. Voilà. Alors, le proto-élamite, les datations, c'est 3300-3000. Donc là, on est vraiment au début de l'écriture dans le monde, hein. C'est au début de l'écriture dans le monde, c'est fin 4e millénaire. On a le proto-élamite en Iran, proto-cunéiforme en Mésopotamie et les premiers hiéroglyphes en Égypte. Donc l'écriture apparaît au même moment, à peu près au même moment dans ces trois régions-là. Et après, en Iran, on a un gap, on a un fossé entre 3000 et 2300. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mhm. Et à partir de 2300, 1900, il y a cet élamide linéaire. Donc moi, au début, je pensais, bon, l'élamide linéaire apparu comme ça, hop, à partir de là. Et puis, je suis revenu sur ça. Et maintenant, je pense que l'élamide linéaire n'est que la version récente du proto-élamite. Les signes sont identiques. Bon, il y a plein de... Voilà, je suis en train de travailler sur cette hypothèse-là. Donc, je pense qu'il y a... et c'est pour ça, maintenant, je ne parle plus d'élamite linéaire ou de proto-élamite. Je parle d'écriture proto-iranienne ancienne. Donc, c'est le Mhm. proto-élamite. 3300, 3000. Écriture proto-iranienne moyenne. Donc, c'est cette phase-là intermédiaire dont on a peu d'informations encore. 3000, 2300. Et l'écriture proto-iranienne récente, ou l'élamite linéaire, 2300, 1900. Et donc, pour revenir à votre question, oui, je pense que le déchiffrement de l'élamite linéaire, donc dans la version récente de cette écriture-là, va avoir des conséquences pour remonter dans le temps et pour attaquer les textes les plus anciens, donc les textes proto-élamites ou en écriture proto-iranienne ancienne. Et c'est exactement le sujet sur lequel je travaille en ce moment, sur les tablettes proto-élamites. Et comment, On en a à peu près. et dans ces nouvelles recherches, comment est-ce que vous intégrez les 7 siècles de gap qu'il y a entre les deux? Alors, voilà, souvent c'est ce que l'on me rétorque, mais François, tu fais quoi des 7 siècles? Alors déjà, premièrement, sur les 43 textes en élamide linéaire, il y en a certains qui sont archaïques ou archaïsants, et je Mhm. pense en fait qu'ils peuvent être datés entre 3000 et 2300. Donc en fait, je pense que c'est pas si vite que ça. Je pense qu'il y a notamment sur les 43 textes, il y en a 4 qui peuvent être placés à cette époque-là. Bon, et d'une. Et de deux, comment expliquer pourquoi on n'a plus de texte? Là, alors, étant donné que je pense qu'il y a le maintien de cette tradition de l'écriture, je pense que fondamentalement, il doit y avoir des textes. Mhm. Soit on les a pas encore trouvés, soit ils ont été écrits sur des supports qui font qu'on ne pourra jamais les trouver. Donc, genre cuir, bois ou matière végétale. Bon. Mais quand on regarde les signes, c'est les mêmes signes. Et donc là, la preuve ultime de ça, ça serait de pouvoir lire le proto-élamite à partir de l'élamite linéaire. Et alors là, ça serait la Mhm. preuve ultime de ce que j'affirme. Donc, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Et c'est aussi une très belle conclusion finalement, Oui, qui voilà, tout nous, à fait. qui nous ouvre une porte vers le futur de vos recherches. Et j'espère que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, on aura l'occasion aussi de rediscuter ensemble, en espérant Alors, en avoir fait, le même niveau de ça sera détail.
Ça pour, sera pas dans pour... 5 ans. Ça sera pas dans 5 ans. C'est si je peux arriver à quelque chose. Voilà, cet été, j'ai vraiment beaucoup travaillé le sujet. Si je peux Mhm. arriver à quelque chose, ça va être déterminé très rapidement. Donc, je pense que ça sera l'année Alors dans prochaine. 5 mois. Voilà, alors, voilà, dans un an. Dans un an, c'est très bien. Dans un an, on se retrouvera dans un an. Avec un immense plaisir, François. Merci pour votre temps. Est-ce que vous avez peut-être encore un petit mot pour conclure cet entretien et puis pour vous adresser peut-être plus directement à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors en fait, je vais m'adresser aux Iraniens et au peuple iranien. C'est vrai que moi, ce travail-là, je l'ai mené je suis iranophile, hein, j'ai habité dans ce pays pendant plusieurs années. J'adore ce pays, la culture. Bon, bref, c'est un peuple formidable. Et je sais à quel point la culture et l'histoire pour le peuple iranien, à quel point il peut être important. Et aussi, d'un certain côté, je considère le déchiffrement de l'élamine linéaire un petit peu comme un cadeau euh, je souhaite faire au peuple iranien parce qu'il faut vous dire que c'est comme si je venais déchiffrer les hiéroglyphes pour les Égyptiens, en fait. Mhm, Et là, d'un point de vue de l'identité visuelle et la culture iranienne, il y a tout un nouveau pan qui est en train de s'ouvrir. Pour faire bref, en Iran, ils ont utilisé à peu près 6 ou 7 systèmes d'écriture différents depuis 3300. Tous ces systèmes d'écriture sont étrangers, viennent de l'Ouest, comme le cuneiforme, l'alphabet araméen, l'alphabet grec, l'alphabet arabe, bon, j'en passe, voilà. Or, sauf l'élamide linéaire et le proto-élamite, qui sont les seuls systèmes d'écriture endogènes, propres à l'Iran. Donc, de ce point de vue-là, je pense que pour l'identité et la culture iranienne, ce déchiffrement aura un rôle important. Et donc là, l'un des prochains travaux que je dois faire dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est de diffuser cette découverte donc en persan. Voilà, donc c'est à eux que je pense et j'espère qu'ils apprécieront. Euh, je voulais dire un mot en persan. امیدوارم که از این رمزگوشه خاطر میخاطی خوششون میآید و که کیف میکنید. خداحافظ بچه. Eh ben, tout pareil. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Une fois de plus, merci pour Merci votre Yann, merci beaucoup. disponibilité, François. Et puis je vous dis à très Merci à vous. bientôt. Bonne journée. Au revoir.